Bonjour, Monsieur Rivero, et merci d'avoir accepté l'invitation d'Opinion Internationale pour cet échange. Vous êtes le vice-président d'Intercommunalité de France en charge des transitions écologiques et de l'économie circulaire. Vous êtes élu du Grand Angoulême. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Intercommunalité de France? Alors, vous savez qu'on a plusieurs niveaux d'administration territoriale en France. On a une centaine de départements, on a une grosse douzaine de régions avec les régions autres, ultramarines. Et puis, on a les communes, il y en a presque un peu moins de 35 000. Et puis, depuis un certain temps, il y a 1253 communautés en France, soit de communes ou d'agglomérations. Et intercommunauté de France est le niveau où se fédèrent ces communautés. On les a à peu près toutes, j'oserais dire, quelle que soit leur taille, en dehors de quelques grandes métropoles qui ont une association à part qui s'appelle France Urbaine, qui regroupe ces grandes métropoles. Et à Intercommunalité de France, donc, on a le souci de représenter et de travailler pour faire en sorte que le niveau intercommunal soit l'échelon contemporain le plus efficace dans le développement territorial. Voilà, c'est comme ça que se présente Intercommunalité de France, avec, comme dans toutes les associations nationales d'élus, une représentation du spectre politique qui n'apparaît pas trop dans nos travaux, parce qu'en fait, l'horizon de tout le monde, c'est de tirer le meilleur parti de son territoire en coopérant avec les autres. D'ailleurs, on retient jamais assez que les communautés sont d'abord des établissements publics de coopération intercommunale. Et le mot coopération, dans une période qui dure où la concurrence entre les pays, entre les territoires, entre les individus aussi, mais entre les territoires, a toujours valu comme maxime. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment de développer ce souci de la coopération, et qui plus est, dans le cadre de l'Intercommunalité de France, d'être aussi en phase avec l'évolution contemporaine, et notamment les enjeux, et même mieux l'urgence climatique qui doit s'emparer de tout le monde. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, Intercommunalité de France joue ce rôle. Et moi-même, dans Intercommunalité de France, je préside la commission des transitions qui balaye large, comme vous l'avez évoqué, puisque quand on met la transition écologique, on pourrait tout mettre dedans, notamment les questions énergétiques, les questions de biodiversité, les questions relatives à l'eau. On pourrait même rajouter l'agriculture et l'alimentation, les mobilités, les déchets, l'économie circulaire. Vous voyez, on est sur un domaine très large qui démontre justement que l'échelon intercommunal est bien fait pour ça, puisque ce sont des compétences qu'on exerce dans chacun des territoires. Je pourrais rajouter quelque chose qui fait encore plus sens pour la transition. La plupart des intercommunautés sont en mouvement en France pour faire de l'urbanisme intercommunal. Autrement dit, les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, vont devenir une réalité. Et d'un seul coup, la planification urbaine, avec en même temps que la planification climatique, et on pourra revenir dessus pour dire précisément ce que c'est. Donc ces deux formes de planification deviennent l'urgence et le travail de toutes les intercos. Et quand on fait ça, on s'occupe aussi bien des sols que de l'air, de l'eau comme de l'énergie, et ça fait beaucoup de sujets qui sont pris en charge par les intercos. En effet, c'est très large. Est-ce qu'on pourrait aller dans quelques exemples précis, notamment par exemple sur le domaine de l'énergie ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Alors, on a bien compris qu'il y a beaucoup d'enjeux entre l'urbanisme et tous ces sujets. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples précis d'intervention des intercos que vous représentez, que vous fédérez? Alors, formellement, on rassemble souvent ça sous l'appellation PCAET, Plan Climat, Air, Énergie territoriaux. Et dedans, on va retrouver aussi bien l'idée d'avoir des actions pour mener à la diminution des consommations fossiles, faire la promotion des énergies renouvelables. Alors, je donne des exemples dans tous les sens, mais on peut aussi bien avoir la création de cadastres solaires qui vont donner à comprendre comment sur les toits on peut mettre des panneaux photovoltaïques et avoir une production énergétique électrique. Ça va aller de pair également avec la recherche de synergie dans le domaine des déchets, parce que par exemple, il faut s'occuper des biodéchets, mais quand l'agriculture produit des effluents, on peut aller chercher la fabrication, enfin l'installation de méthaniseurs qui vont produire du gaz renouvelable. On est au croisement de deux politiques, les déchets, l'agriculture.
Et en même temps, on va on va leur donner la dimension énergétique qui convient à l'époque, puisqu'encore une fois, tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture ou l'industrie, comme les collectivités, on doit aussi sortir du fossile. Donc, vous voyez, sur ces exemples-là. Après, dans les autres façons de faire, quand on traite de l'agriculture et qu'on travaille avec les agriculteurs du territoire, on s'intéresse aussi à ce que peuvent être les effets à limiter en matière d'apport au sol. Et aujourd'hui, en gérant les services publics de l'eau, on est amené à devoir offrir une qualité de traitement qui sans cesse évolue au regard des risques qu'on ne peut pas faire courir à la population, que ce soit les risques liés des risques sanitaires, mais on a toujours eu l'habitude d'éviter les contaminations qui peuvent exister, mais on l'a aussi maintenant à l'égard des métabolites qui sont issus des pesticides, comme on l'a aussi au regard des usages qui ont été abondants pendant longtemps, d'apport d'azote au sol qui font qu'on traite les nitrates. Et donc, d'un seul coup, on est dans le dialogue avec les acteurs du territoire. Et si j'insistais sur l'agriculture, c'est évidemment parce que l'actualité est dedans, mais c'est évidemment dans les territoires qu'on mesure aussi l'influence de l'évolution de la société dans chacun de ces secteurs. Donc voilà. Pour ce qui est des autres aspects sur la gestion des déchets et la promotion de l'économie circulaire, la gestion des déchets des ménages, ça reste le premier volume de fiscalité locale. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat sur la fiscalité locale, parce qu'on a enlevé la taxe d'habitation, il ne reste pas grand-chose dans les intercos, mais par contre, la taxe d'ordures ménagères ou la redevance, ça reste un enjeu important. Et la contrepartie d'offrir un service de qualité, c'est aussi de viser à la réduction, au recyclage, à la réutilisation de ce qui peut l'être. Et là, on va travailler aussi bien avec le secteur artisanal pour ce qui est de la répartition, que du secteur associatif pour promouvoir des comportements d'usage qui sont plutôt dans le prêt-location plutôt que la consommation de grands volumes. Alors, on le voit bien, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, les intercommunalités sont directement aux prises avec les acteurs du terrain, les citoyens, les entreprises, les associations. Comment vous les sentez, les acteurs du terrain? Est-ce qu'ils sont prêts à aller plus loin dans les efforts qu'il faut faire pour la transition écologique? Est-ce qu'ils sont réticents? Quel est votre ressenti sur cette approche? Alors, dans chaque domaine, on a affaire à des acteurs différents. Si on parle de la mobilité, les échanges ils vont plutôt être avec le monde des entreprises qui assument de verser un versement transport, un versement mobilité qui encourage, qui permettent de financer les transports collectifs, mais aussi maintenant, depuis un certain temps, tout autre mode de transport et de déplacement plutôt doux. Donc, on arrive avec l'histoire à travailler depuis longtemps avec ces entreprises. Dans le monde, j'ai évoqué le monde de l'agriculture, qui est à la fois vécu comme une capacité à produire du développement économique parce qu'il y aura des exportations de produits, mais aussi, surtout, à fournir une alimentation locale. Et là, c'est vrai qu'on va chercher aussi à faire en sorte que, non pas l'autonomie, mais une plus grande indépendance agricole soit faite aussi. Non, il est rare que dans un territoire, il n'y ait pas des terres qui se prêtent au maraîchage, comme il y en a d'autres qui se prêtent aux grandes cultures. Et aujourd'hui, la recherche d'approvisionnement des restaurants collectifs, les cantines scolaires, mais aussi les établissements publics d'accueil des personnes âgées, tout ça sont des lieux où on peut faire valoir un approvisionnement de proximité et donc jouer notre part dans l'économie locale agricole. Si je vais plus loin dans le jeu d'acteurs, on a affaire aussi à tout ce que sont les entrepreneurs du numérique qui peuvent fournir des solutions dématérialisées dès l'instant où elles sont dans la perspective aussi d'apporter de l'humain avec, parce que si c'est pour faire des interfaces purement numériques, on n'a pas besoin de soi dans une communauté humaine, on a besoin de gens qui sont dynamiques, mais qui proposent des solutions. Et en matière de mobilité, par exemple, les petites applications qui font qu'on peut faire appel sur le covoiturage à des voisins ou à des gens qu'on ne connaît pas dans son secteur, c'est typiquement le genre de relation qu'on cherche à entretenir. On encourage la production de nouvelles applications. Et puis, j'oserais dire qu'il y a tout un secteur dont on n'a pas parlé encore, mais qui relève du développement local aussi, c'est toute la culture. Et là, les intercos aussi jouent leur rôle. Alors, évidemment, je ne vais pas mettre plus Grand Angoulême devant les autres, mais on voit bien à Grand Angoulême comment la bande dessinée a joué son rôle dans la stabilisation de l'industrie de l'image,
démarré sur le papier, mais aujourd'hui, on est toujours sur le papier avec les albums BD, mais on est aussi sur la création vidéo, soit les jeux, les applications, etc. Voilà, donc les acteurs culturels sont aussi des éléments du développement local. Alors, on sent que les territoires bougent et sont prêts, dans votre sillage ou avec votre accompagnement, à s'adapter, à trouver des solutions pour aller vers la transition écologique. Quels sont les freins, les obstacles que les intercos, en l'occurrence, peuvent rencontrer sur cette voie-là? Eh ben, on va les résumer en un chiffre, hein. L'obstacle principal, c'est 9 tonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs français qui perçoivent les solutions pour faire en sorte qu'on respectera l'accord de Paris qu'on a hébergé pour passer de 9 tonnes de production carbone par individu à 2 tonnes comme il faudrait l'être dans l'engagement qu'on a pris. Donc ça, c'est le premier obstacle, la perception des enjeux réels qui sont quasiment des enjeux de court terme, mais au mieux de moyen terme. Autrement dit, on n'a pas de raison de tarder. Donc ça, c'est l'obstacle le plus important. Derrière, et c'est souvent intériorisé, pour ne pas traiter assez rapidement, c'est le manque de moyens, c'est-à-dire qu'on a toujours des compétences traditionnelles à assumer. J'en ai évoqué un certain nombre tout à l'heure, hein, les mobilités, les aspects sociaux, le développement culturel, sportif, etc. J'en passe les meilleurs, les déchets. Mais on voit bien que sur la réduction des consommations fossiles, par exemple, autrement dit une vraie politique énergétique différenciée de ce qu'on a connu, il faut des moyens, il faut de l'ingénierie, il faut des techniciens. Et aujourd'hui, alors à la fois démographiquement, on manque de techniciens formés. Il faut reconnaître qu'en France, on n'a pas anticipé là-dessus. Mais surtout, on manque de moyens parce que c'est pas le marché qui facilitera la création d'activités là-dessus. C'est les collectivités. On a un rôle majeur là-dessus pour encourager les ménages à faire de la rénovation. Mais il faut financer. Voilà. Et ça reste un obstacle important. Et dernier point. On peut jouer le jeu de la nouvelle production énergétique décentralisée avec des ENR partout, du photovoltaïque, de l'éolien ou de la méthanisation. Mais si les retours sur cet accueil se font seulement au profit des porteurs de projets et pas du territoire, d'abord, il y a souvent un refus d'acceptation de ces projets. Et souvent justifié par le fait que ça ne rapporte pas au territoire, alors que d'autres y trouvent leurs bénéfices. Donc là-dessus, ça reste des questions à arbitrer relativement prochainement, et on ne peut pas tarder là-dessus. Et puis surtout, l'idée que convaincre les épargnants, qui restent les épargnants ménages, qui restent les acteurs financièrement potentiellement les plus importants, à se mettre dans cette idée qu'on peut investir dans l'avenir, et notamment dans les énergies renouvelables. D'accord, donc vous voulez mobiliser les citoyens à travers leur épargne, voilà, pour localement investir dans des projets de transition. Voilà, je vous donne qu'un exemple, il est petit, mais il est de Grand Angoulême, mais il y en a beaucoup d'autres en France qui sont encore plus de taille plus importante, où des citoyens se regroupent et créent des sociétés coopératives qui vont investir collectivement sur des bâtiments qu'on va équiper de photovoltaïque. Je regarde ce qui se passe en Bretagne, dans l'Indre, même plus près de chez moi, en Charente-Maritime, où malgré les obstacles à l'accueil des l'éolien, on voit des réussites remarquables parce que ce sont les citoyens, avec le soutien de leur commune et de leur communauté, qui ont réussi à financer, d'abord à mener administrativement des dossiers qui sont souvent attaqués, mais là, en l'occurrence, ça a été fait dans des délais relativement rapides parce qu'il n'y avait pas cette attaque, parce qu'il y avait eu concertation. Donc les citoyens ont pu investir leur épargne pour faire en sorte qu'on produise de l'énergie renouvelable tout près de chez eux. Ça vaut aussi pour l'arrivée dans les territoires de nouveaux agriculteurs qui ne sont pas forcément issus de familles d'exploitants. On a besoin de cela, mais souvent le capital à investir est trop important au départ, et l'investissement des épargnants est une des solutions les plus vivantes, les plus créatrices et surtout les plus solidaires. D'accord, dans l'agriculture. Oui. Aujourd'hui en France, il y a des associations, je pense à l'une d'entre elles, elle mérite qu'on lui fasse de la pub, qui s'appelle Terre de Liens, qui vient au soutien des nouveaux installés ou de ceux qui font des projets d'installation, en les libérant de l'acquisition du foncier, qui reste souvent un poids mort important, par le biais de l'investissement d'épargnants qui mettent leur épargne dans l'acquisition de terres pour les mettre à disposition d'exploitants. Alors, il y a des choses assez formidables où
plus localement, on se met d'accord pour non seulement on prend des parts, mais on s'engage aussi à consommer un certain nombre de produits localement. Donc c'est toujours la satisfaction de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Mais surtout, ça vient en soutien à une agriculture qui est souvent de petite taille, mais qui va reposer sur un marché local. Donc, et ça crée des relations plutôt sympathiques entre le producteur, l'exploitant, le paysan, l'agriculteur, et puis les ménages autour de son exploitation. Et ça, c'est typiquement la collectivité aussi de faire ce médiateur. On pourrait appeler ça un tiers de confiance, on le dit pour autre chose, mais là, ça vaut vraiment le coup en disant, voilà, on rassemble les énergies et on essaye de résoudre les problèmes des uns et des autres. Ok, merci. Effectivement, c'est une belle façon de redonner un rôle central à la collectivité, un rôle de proximité dans ces projets qu'on souvent on perçoit comme des enjeux de COP, des enjeux européens éloignés, mais qui en réalité sont très concrets aussi. Peut-être une dernière question à laquelle nous ramène l'actualité récente et notamment les problématiques soulevées par le mouvement des agriculteurs, qui trouvent que les contraintes réglementaires sont trop lourdes. Est-ce que, parallèlement, et c'est vrai qu'on sait que quand même les normes en France, c'est important, est-ce que, parallèlement, dans le domaine du développement durable, vous êtes confrontés, les acteurs sont confrontés à une lourdeur des normes, des procédures, des règles, qui, au-delà du manque de moyens que vous évoquiez, freinent aussi les initiatives? Moi, je suis persuadé qu'il y a certes les normes, mais il y a surtout un imaginaire qui ne colle pas, et c'est plus souvent une question de revenus que de normes. Et pour vous donner un exemple plus précis, parce que c'est basé sur des années d'expérience, mais une équipe de CNRS de Chizé, c'est dans les Deux-Sèvres, travaille depuis plusieurs décennies sur un plateau agricole de 450 km². Autrement dit, c'est conséquent, avec des dizaines d'exploitants avec lesquels ils ont travaillé sur la façon de mesurer l'apport au sol et la dépense que ça occasionne dans leur compte d'exploitation. Et ils ont prouvé qu'on pouvait diminuer l'apport d'un certain nombre de pesticides sans altérer les rendements. Et le bénéfice, il est grosso modo de 200 € l'hectare. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais 200 € l'hectare, quand on est sur des exploitations moyennes qui sont autour de 100 hectares, ça fait 20 000 €. Et 20 000 €, c'est plus que le SMIC aujourd'hui annuellement. Donc ça prouve bien qu'il y a des barrières à lever. Moi, ce que je constate, mais ça c'est ma vision personnelle, c'est qu'on a trop eu tendance à pousser à l'agrandissement, à pousser à la production, alors que l'enjeu, il est la qualité locale, le fait de s'émanciper de certaines obligations commerciales qui veulent qu'on ait les plus gros équipements, les plus gros tracteurs, et puis surtout qu'on épande des produits qui sont de plus en plus chers et qui ne profitent pas du tout au territoire, parce que ce sont réellement des importations, souvent, toujours même à base de gaz et de pétrole. Les engrais, c'est ça, les pesticides aussi. Et donc, une meilleure gestion pourrait être la solution. Mais c'est tout le modèle qu'il faut revoir, et notamment le fait que la politique agricole là-dessus aille jusqu'au bout de ses intentions, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années, où les mesures qu'on appelait avant agro-environnementales n'ont pas été appuyées. On n'a pas fait le nécessaire, on n'a pas aidé à avoir des conditions d'assolement qui fassent qu'on traite vraiment certains cycles. On pense exactement, par exemple, à l'azote. Tout bon jardinier sait que dans son jardin, il doit régulièrement semer des haricots verts, ou des haricots verts, ou des petits pois, ou des légumineuses, parce que l'année suivante, il n'a pas besoin de rajouter de l'azote dans son sol. Les légumineuses ont fait le travail pour fixer cet azote et la ramener au sol. Et ça vaut aussi pour l'agriculture. On ne mange pas assez de légumineuses, mais on en fait pas assez pousser, mais ça, il n'y a rien aujourd'hui dans les politiques agricoles européennes et nationales qui encourage à cela. Résultat, on a des agriculteurs qui s'endettent, qui ne gagnent pas d'argent, pour certains, ils sont de leur poche, et ça ne peut pas durer. Ça peut pas durer. Ok, merci Monsieur Rivero pour cet échange donc sur le rôle des intercommunalités et votre vision aussi du développement durable et de la transition écologique sur les territoires. Donc Jean Rivero, vous êtes vice-président d'Intercommunalité de France en charge des transitions écologiques et de l'économie circulaire. Merci beaucoup.